Ça va très bien. Merci. Olivier Paccaud, bonjour. François-Xavier Bellamy, merci beaucoup d'être avec nous en direct ce matin. Vous êtes député européen, vous êtes membre des Républicains et on est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale représentée par Pascal Jalabert qui nous rejoint. Pascal du groupe EBRA, les journaux régionaux de l'Est de la France. On va parler des Républicains dans quelques instants, François-Xavier Bellamy, mais d'abord l'actualité, ce sont ces législatives hier en Allemagne. Et on a vu, ce sont les sociodémocrates qui arrivent en tête d'une courte tête, la gauche donc, et la CDU, la droite conservatrice, les conservateurs, le parti d'Angela Merkel, qui arrive donc derrière et qui reconnaît un résultat décevant. Pour vous aussi, c'est une déception, c'est un recul de la droite européenne ? Bien sûr, c'est une déception. Cela étant dit, il faut quand même se rendre compte de la performance que représente le fait qu'après 16 ans aux responsabilités, la CDU arrive effectivement à un point derrière le Parti social-démocrate. Maintenant, s'ouvre, et cela a été largement commenté par vos confrères, une période qui va être décisive en Allemagne parce que personne ne sait encore quelle sera la coalition qui va gouverner. Les Allemands ont une culture de la coalition qui est très différente de notre propre culture démocratique d'une majorité et d'une opposition qui sont directement le résultat des urnes. Donc, il y a encore un peu de temps pour voir comment les choses vont se structurer. Mais peut-être une observation à la veille de notre propre année présidentielle. Le schéma qu'on nous décrivait comme étant désormais le nouveau clivage, celui qui opposerait d'un côté les progressistes, de l'autre côté les populistes, ce schéma en réalité n'existe nulle part ailleurs que dans l'esprit d'Emmanuel Macron et de ceux qui, avec En Marche, cherchent à faire vivre une sorte de clivage qui n'en est pas un. Le vrai clivage qui structure la vie démocratique, partout, en Europe, dans le monde occidental, c'est le clivage entre la gauche et la droite. Et on l'a vu encore dans cette élection fédérale en Allemagne. On voit très bien que le débat démocratique est structuré par cette nécessaire opposition, par cette alternative indispensable entre, d'un côté, en Allemagne, le Parti social-démocrate et de l'autre côté, la CDU et la CSU. Et c'est ce qui se joue aussi au Parlement européen. Vous parliez de temps, juste de temps. Effectivement, cette coalition, elle risque de prendre du temps. On parle même d'une échéance avant Noël, c'est-à-dire quand même dans 2-3 mois. Est-ce que ça vous inquiète, cette période d'incertitude qui s'ouvre en Allemagne? Est-ce que ça vous inquiète pour la stabilité de l'Union européenne? Non, ça fait partie de la vie politique allemande et il n'y a pas d'instabilité particulière en Allemagne. Encore une fois, on a une chancelière qui va quitter ses fonctions après 16 ans aux responsabilités. Je pense que c'est une stabilité qui ferait rêver n'importe quel gouvernant français. Donc, ce serait absurde de parler d'une instabilité allemande. En revanche, je crois que ça nous renvoie à une question pour nous, parce qu'on peut commenter la vie politique allemande, mais moi, je suis un responsable politique français et j'ai été élu par des Français pour les représenter au Parlement européen. Ce que je constate, c'est que nous avons un défi majeur qui est de réussir à faire entendre la voix de la France dans les institutions européennes. Les Allemands n'ont pas de difficulté à défendre les priorités de leur pays dans le débat européen et ils ont bien raison de le faire. Et c'est nous qui sommes bien trop souvent aux abonnés absents sur des sujets qui sont pourtant majeurs. Je pense par exemple aux sujets d'énergie qui vont être décisifs dans les mois, les années qui viennent. On voit que les prix de l'énergie aujourd'hui pour les Français ne cessent d'augmenter pour beaucoup de citoyens en Europe sous l'effet de politiques écologiques qui me paraissent complètement myopes et totalement aberrantes au regard de la compétition mondiale. Eh bien, il me semble que nous devons, dans le débat qui entoure par exemple la taxonomie dont on parle enfin un peu, nous défendons ce sujet depuis 2 ans, défendre la place du mix énergétique français, défendre le nucléaire qui donne à la France. Bruno Le Maire ne le fait pas assez pour vous? Et c'est là le grand paradoxe de ce gouvernement, c'est que c'est le en même temps perpétuel. Bruno Le Maire à Paris dit il y a seulement quelques semaines que ceci est un sujet important, ça fait 2 ans qu'on tire la sonnette d'alarme, mais pendant ce temps-là, la vérité c'est que l'administration française qui négocie à Bruxelles, c'est celle de Madame Pompili, qui ne se cache pas d'être anti-nucléaire. Donc, il y a un sujet majeur, c'est comment voulez-vous construire une politique énergétique crédible quand vous dites que vous tenez à l'énergie nucléaire et que simultanément, vous voulez fermer de manière anticipée des centrales nucléaires pour dépendre du coup de plus en plus du gaz, du charbon, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Lorsqu'on a fermé Fessenheim, lorsque ce gouvernement a fermé Fessenheim, il nous a rendu plus dépendant d'une énergie importée qui est produite avec du gaz et du charbon. Donc on perd sur tous les tableaux. Et cette espèce de fragilité qui naît des incohérences de la politique du gouvernement aujourd'hui, elle doit absolument avoir une fin cette année. Et j'espère que l'élection présidentielle sera l'occasion de donner à notre pays un gouvernement enfin solide,
clair dans ses orientations et qui fera peser la voix de la France dans les institutions européennes. Elle est trop effacée en Europe, elle ne défend pas assez ses intérêts. Bien sûr, mais c'est une certitude, évidemment un problème de long terme. Le gouvernement n'est pas responsable de tout et ça fait trop longtemps qu'on a peu investi, pas assez investi sur le débat européen. Mais ce que je constate avec ce gouvernement, c'est que, au fond, nous le voyons sur ce sujet d'énergie, c'est un exemple comme sur tant d'autres, la France ne défend pas ses intérêts. Elle est souvent la seule à défendre ce que nous regardons comme un espèce d'intérêt européen. Je prends un exemple tout simple. Le grand emprunt dont on nous a vanté les mérites, cet emprunt européen va en réalité coûter plus cher à la France qu'il ne l'aidera aujourd'hui. Aujourd'hui, nous pouvons toucher 40 milliards d'euros dans le cadre du plan de relance. Demain, nous devrons rembourser plus de 60 milliards. Donc pour le contribuable français, c'est évidemment une mauvaise affaire à un moment où par ailleurs la France n'a aucun problème de financement sur les marchés. Et ça, c'est un exemple de plus que, en prétendant être un grand Européen, Emmanuel Macron joue en réalité contre les priorités qui devraient être celles de la France et qui doivent être aussi celles de la France pour l'équilibre général de l'Union européenne. Parce que l'Union européenne, c'est, j'en suis convaincu, un projet qui peut nous permettre de nous renforcer dans la mondialisation, mais aujourd'hui, c'est une certitude aussi. Comment, si chacun doit de nous défendre fragiliser. ses intérêts. Est-ce que finalement Emmanuel Macron, il n'a pas raison de faire passer l'Union européenne d'abord? Est-ce que la France ne sera pas plus forte si l'Union européenne est plus forte? Non. L'Union européenne ne sera forte que si elle démontre aux citoyens des pays qui la constituent qu'elle renforce leurs États dans le monde qui se dessine. Je ne crois pas du tout à une Union européenne qui remplacerait les États. Je ne crois pas à une Union européenne qui consisterait à transférer notre souveraineté à l'échelle européenne. C'était le mot de la République en marche pendant l'élection européenne. Je ne crois pas à cette illusion fédéraliste. Et la vérité, c'est que si on regarde la manière dont l'Allemagne se comporte, l'Allemagne ne croit pas du tout à une Union européenne qui consisterait à abolir les intérêts de chaque pays. Et d'ailleurs, ce serait absurde. Nous sommes une alliance de démocratie, mais chacune de nos démocraties vit à son propre agenda. Et nous pouvons nous renforcer si nous arrivons justement à construire un dialogue dans lequel chacun se fasse respecter et entendre. Et on va en parler sur les questions de défense, notamment, Pascal. Oui, alors la défense européenne, ça reste un leurre. On la voit pas venir. Chaque fois, il y a quelqu'un qui dit « Ah oui, mais bon ». Et la France est toujours un peu seule. Comment arriver à convaincre nos partenaires ? À les convaincre de quoi? C'est la première question. Moi, je n'ai jamais cru, contrairement au président de la République, je n'ai jamais cru à la fiction d'une armée européenne. Jamais. Il n'y aura pas demain d'armée européenne. Et pour plusieurs raisons. La première, c'est que d'abord, ce serait une réalité totalement contraire à la démocratie. Pas de décision plus importante pour un responsable politique que celui d'envoyer en opération des soldats qui vont exposer leur vie, qui vont risquer leur vie, qui vont donner la mort et qui vont risquer la mort. Et donc, on ne peut pas imaginer que demain ceci se fasse dans un cadre démocratique qui ne soit pas celui de nos nations, qui sont le cadre légitime dans lequel s'expriment les citoyens. Ça veut dire qu'on est condamné à rester sous le parapluie de l'OTAN. Non, ça veut dire qu'on peut faire beaucoup en Europe pour progresser sur les sujets de défense, mais pas dans le sens de ces illusions. Et moi, j'ai travaillé par exemple au Parlement européen pour vous parler de résultats concrets, pour faire aboutir enfin le Fonds européen de défense, dont je suis le rapporteur pour mon groupe. Le Fonds européen de défense, c'est plusieurs milliards d'euros, 8 milliards sur la première programmation, pour l'industrie de défense en Europe. Et là-dessus, on peut faire beaucoup. On voit à quel point la compétition mondiale est rude, et on voit que l'Europe se ferait mieux respecter si nous étions capables de construire en commun des matériels qui puissent nous donner les moyens de notre autonomie stratégique. Demain, pour aller au Mali, on ne devrait pas avoir besoin de demander aux Américains l'autorisation d'employer les matériels qu'on leur a achetés. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais justement, qu'est-ce qu'on fait au Mali, François-Xavier Bellamy? Vous l'avez vu, il y a un nouveau soldat qui a été tué ce week-end. La force européenne, la force Takuba, elle a du mal à prendre son envol. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Est-ce qu'on accélère le calendrier de retrait? Est-ce qu'on maintient nos troupes au Mali, quitte à être seule? Est-ce que la France, elle n'est pas laissée seule par ses partenaires européens? Permettez-moi d'abord de dire à quel point, je crois, nous devons témoigner notre reconnaissance au caporal-chef Maxime Blasco, qui effectivement a donné sa vie pour la France au Mali vendredi matin, et qui était, le terme est parfois galvaudé, mais un véritable héros de ce que nous savons de lui. Il incarne justement ce don que la France fait aujourd'hui au prix du sang de ces hommes pour la sécurité de notre pays, mais aussi de toute l'Europe, menacée par l'islamisme. La question de savoir comment renforcer notre engagement se pose, et je crois qu'il est temps, en effet, que les Européens se rendent compte qu'ils doivent à la France une solidarité plus grande pour l'engagement qu'elle a aujourd'hui sur le terrain pour la sécurité de tous. Mais je crois que
serait indécent d'avoir un débat sur la pertinence de cet engagement au moment justement où certains sont en train de combattre et certains sont en train de mourir et certains justement qui nous disent l'urgence de ce combat. L'islamisme aujourd'hui, s'il gagne au Mali, on l'a vu très bien en Libye, on l'a vu très bien en Irak, on l'a vu très bien en Syrie. Si l'islamisme gagne au Mali, alors c'est nous tous ici en France qui seront en danger. Donc nous devons poursuivre le combat. Le calendrier de retrait progressif établi par Emmanuel Macron, c'est le bon pour vous ? Je pense qu'il faut avoir une réflexion stratégique, mais qui ne se déroule pas dans le moment d'un deuil nécessaire, parce que, encore une fois, ce serait vraiment indécent. Mais le plus important, encore une fois, ça n'est pas seulement le combat contre l'islamisme au Sahel, au Mali, loin de nos frontières. Le plus important, c'est de savoir si nous sommes capables de mener aussi ce combat en France. Et je crois qu'il y a quelque chose de scandaleux à mesurer l'incohérence entre l'héroïsme de ceux qui se risquent pour vaincre l'islamisme loin de nos frontières, pour notre sécurité, et la lâcheté avec laquelle nous traitons ce défi encore trop souvent en France et en Europe. Je pense par exemple à la complaisance que certains ont avec l'idéologie islamiste, à la facilité avec laquelle nous acceptons que parfois, et je reviens sur la question européenne, que parfois même des fonds européens soient utilisés. Florence Bergeau-Blaclair, qui est une chercheuse, l'a montré encore tout récemment. Des fonds européens sont utilisés par des officines proches des frères musulmans pour pouvoir financer des programmes qui, sous couvert de lutte contre la discrimination, sous couvert de défense d'un agenda intersectionnel, sont en réalité la porte ouverte à cette idéologie de mort. Et donc, si certains... Vous parlez de la complaisance de certains vis-à-vis des islamistes. Qui sont certains ? Mais je vous le redis, avec un mélange de naïveté et d'auto-aveuglement, des institutions, des forces politiques... Lesquelles ? Mais je vous citais à l'instant l'exemple de la Commission européenne. Des programmes de recherche de la Commission européenne sont utilisés aujourd'hui par des officines, par des agences qui sont manifestement gangrenées par l'idéologie islamiste. Aujourd'hui encore, dans notre pays, comment se fait-il que nous n'ayons pas une action plus radicale, plus déterminée contre les mosquées qui propagent l'islamisme dans nos quartiers en France ? Ça n'est pas loin de nous. Le gouvernement n'en fait pas assez dans la lutte contre l'islamisme. Le gouvernement se félicite de fermer de temps en temps 1, 2, 3 mosquées islamistes, mais on est très loin du compte et tous les Français le mesurent. On est très loin du compte quand des collègues professeurs me racontent combien il devient difficile d'enseigner à des élèves qui sont quotidiennement endoctrinés dans la mosquée qu'ils fréquentent chaque jour. Quand l'école de la République doit faire face à des adversaires idéologiques que nous n'osons pas affronter, je crois que malheureusement, on peut dire que le sacrifice de Maxime Blasco n'est pas honoré comme il le faudrait. À propos de défense, on a quand même eu cette crise des sous-marins. L'Europe a tardé à soutenir la France. Et on a certains alliés, le Danemark par exemple, on se demande si c'est vraiment des alliés dans cette histoire. Comment en sortir ? Est-ce qu'il fallait être beaucoup plus sévère avec les États-Unis, avec l'Australie ? Oui, on voit très bien que la France est effectivement trop isolée. Et on revient à ce que je disais à l'instant. Le sujet, c'est comment est-ce que la France réussit à se faire entendre. On sort de l'OTAN, comme avait fait De Gaulle ? Il faut, c'est clair, réviser la manière dont se structure notre partenariat stratégique avec l'OTAN et surtout le rééquilibrer. Moi, je ne crois pas que sortir de l'OTAN soit la meilleure option, parce que sortir de l'OTAN, ça veut dire aussi justement se marginaliser, se mettre à l'écart et s'isoler. Mais comment réussit-on à se faire entendre à l'intérieur de l'OTAN ? Comment se faire entendre à l'intérieur de l'Union européenne ? Voilà de vraies questions. Lorsque l'été dernier, la Turquie a menacé la Grèce et Chypre en faisant rentrer des bateaux militaires dans les eaux territoriales de la Grèce, la France a envoyé des frégates. Mais la France était seule à réagir. Et Emmanuel Macron a eu, n'ayons pas peur de le dire, le courage d'engager un bras de fer avec la Turquie, mais il l'a fait d'une manière qui était totalement solitaire. Comment se fait-il que nous n'ayons pas été capables de faire comprendre à nos partenaires stratégiques les plus proches que la Turquie était un défi global pour notre sécurité aujourd'hui ? On ne peut pas laisser la France se trouver de plus en plus isolée. Et ceux qui aujourd'hui disent que la France devrait sortir de l'OTAN, me semble-t-il, ne prennent pas assez en compte le fait que ce serait pour nous l'occasion de sortir encore un peu plus de la possibilité d'une forme de rayonnement dans le jeu géostratégique mondial qui est en train d'évoluer aujourd'hui d'une manière absolument décisive. François-Xavier Bellamy, on va maintenant parler de votre famille politique. Ça y est, les militants ont tranché. Ils désigneront le candidat à la présidentielle via un congrès uniquement réservé aux militants des Républicains. Est-ce que c'est la bonne méthode pour vous ? Moi, je regrette
que nous ne soyons pas passés par une primaire plus ouverte, parce que cette primaire plus ouverte aurait permis sans aucun doute d'associer tous les Français qui attendent de se voir représentés par notre famille politique dans cette élection qui vient. Mais c'est un fait, voilà. En tous les cas, ce qui comptait pour moi, c'est qu'il y ait un vrai débat, et que ce soit dans une primaire ou dans un congrès, il y aura un vrai débat, il y aura une élection. Et c'est, je crois, le plus important, parce que nous avons besoin de ce débat de fond pour nous présenter devant les Français avec une ligne qui soit claire, en ayant fait un choix qui soit clair, et c'est ce qui nous attend maintenant. Ça veut dire que pour vous, il faut qu'il y ait des débats télévisés, par exemple, entre les 5 candidats ? Il faut qu'il y ait, et il y aura de toute évidence, des discussions, un dialogue public qui s'engage pour pouvoir justement discuter pas seulement de la personne. Encore une fois, on a trop souvent tendance à aller immédiatement vers les questions de personnes, mais parler de la ligne. C'est une présidentielle, donc c'est normal qu'on ait la question de personne. Parmi les 5 candidats déclarés, y en a-t-il un qui, pour vous, que vous avez envie de soutenir ? Je viens de vous le dire, il faut qu'un débat s'engage. D'abord, je ne sais pas s'il y aura 5 candidats, s'il y en aura plus, s'il y en aura moins. On ne sait pas encore exactement le périmètre de ce débat. Et puis deuxièmement, il faut que le dialogue ait lieu. C'est ouvert à tout le monde, ce congrès. Il ne faut pas être encarté aux Républicains, Xavier Jacob. Manifestement, Christian Jacob, Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse vont être candidats pour ce congrès. Est-ce que, par exemple, vous seriez favorable, vous, à ce qu'Éric Zemmour participe à ce congrès ? Moi, je ne vois pas je ne vois pas ce qui empêcherait cela. Et je pense, encore une fois, qu'on a besoin du dialogue le plus ouvert et le plus large pour pouvoir justement faire le choix le plus fort possible à la veille de cette élection si importante. Et je crois qu'il faut... Zemmour, la condition, c'est partager les valeurs de la droite et du centre. Pour vous, il partage les valeurs de la droite et du centre et il peut être candidat à ce congrès ? Qui d'autre que les électeurs de droite peuvent le dire ? C'est à eux de le trancher. Et je voudrais juste resituer le débat et dire l'ampleur de l'enjeu. Je crois que nous sommes à la veille d'une élection vitale pour l'avenir de notre pays. Vital parce que, nous le voyons bien, sur les sujets économiques, industriels, notre pays est en plein décrochage. Vital parce que le rayonnement de la France à l'international, en Europe, est en train d'être durablement fragilisé. Vital parce que rien n'a été résolu du problème de notre système scolaire, qui est le problème qui conditionne notre avenir. Vital parce que nous faisons face à ce défi majeur que représente le fait que les flux migratoires des dernières années ont laissé se développer en France une archipélisation qui fait qu'aujourd'hui, des gens vivent dans ce pays, grandissent dans ce pays sans se reconnaître des liens les uns avec les autres. Et c'est un défi de civilisation qui nous attend. Donc on ne peut pas, si vous voulez, on ne peut pas réduire l'espace de la discussion comme si il n'y avait pas de sujet. Il y a un sujet majeur et il faut l'affronter aujourd'hui. Vous avez parlé de projet de programme, mais qui doit le porter ? Est-ce qu'il faut d'ores et déjà le préparer et puis dire au candidat tiens, voilà ton programme, ou bien attendre d'avoir le candidat pour que celui-ci l'élabore ? C'est ce qui a déjà été fait. On a travaillé au sein des Républicains au cours des derniers mois autour de Christian Jacob pour pouvoir structurer un projet. Il y a quelques jours, on présentait nos propositions pour la politique européenne des années qui viennent. Donc on est déjà sur le fond en train de se structurer pour avoir devant les Français une proposition d'alternance crédible. Et je crois, je me permets de le dire, que c'est la raison de mon engagement dans cette famille politique, c'est la responsabilité de la droite. Parce que la droite est la seule force politique qui puisse représenter une alternance à Emmanuel Macron. La seule. Mais est-ce qu'aujourd'hui, elle est en ordre de marche ? Est-ce qu'attendre, par exemple, le 4 décembre pour choisir votre candidat, c'est pas trop tard ? Jean Leonetti lui-même, il disait, oui, c'est un peu tard, nous sommes le seul parti à ne pas avoir encore de candidat identifié. Oui, je partage l'avis de Jean Leonetti, qui a fait un travail remarquable pour préparer notre famille politique à cette échéance. Et moi, je fais partie de ceux qui disaient, c'est vrai, vous voyez, je vous le dis sans langue de bois, je l'ai déjà dit à ce micro, d'ailleurs, je fais partie de ceux qui disaient qu'il aurait sans doute fallu trancher le calendrier plus tôt pour que nous puissions avoir à raconter aux Français la manière dont nous allions nous organiser pour pouvoir nous présenter à eux dans cette élection présidentielle. Est-ce que là, il faut l'avancer ? Mais c'est un fait. Non, maintenant, on est effectivement en septembre. Il faut se préparer à ce débat important. Décembre n'est pas trop tard. Mais c'est vrai que cela va exiger de notre famille politique d'avoir une vraie dynamique. Les élections régionales, les élections départementales ont montré que nous étions capables de rassembler les Français, que nous étions capables d'être une force d'alternance. Maintenant, il faut nous préparer à avoir le discours. Emmanuel Macron, Éric Zemmour, lequel est de droite ? Emmanuel Macron n'est pas de droite, en tous les cas, ça c'est une certitude. Éric Zemmour, il est de droite. Pardonnez-moi, je m'arrête un instant sur ce point parce que c'est fascinant qu'on nous dise encore aujourd'hui, après 4 ans d'exercice de son mandat, qu'Emmanuel Macron serait de droite. D'une certaine manière, ça m'est égal. Ce qui compte pour moi, c'est la France. Mais enfin, qu'on ne nous fasse pas croire qu'Emmanuel Macron est de droite. Un président de la République qui fait
que les titres de séjour diffusés aujourd'hui en France n'ont jamais été aussi importants depuis 40 ans. On a 400 000 entrées légales dans ce pays depuis le début de ce quinquennat. Un président de la République qui a endetté la France comme jamais. Même dans les 3 années qui ont précédé le Covid, la France s'est endettée plus vite que pendant le quinquennat de François Hollande. Un président de la République qui, à ce point, a recentralisé, a détruit toutes les conditions de la subsidiarité et de la responsabilisation des corps intermédiaires, qui a supprimé la taxe d'habitation, qui donc a asphyxié les communes, qui a tout concentré dans les pouvoirs d'un président jupitérien. Non, ce président-là n'est pas de droite. Un président de la République qui méprise à ce point les libertés fondamentales. On l'a vu d'ailleurs à la manière dont il revenait sur sa propre parole pendant la crise du coronavirus sur des sujets qui sont fondamentaux. Non, ce président de la République n'est pas de droite. Et donc, je le dis parce que ça devient presque improbable d'entendre toujours dire aujourd'hui. Quand Emmanuel Macron en était au stade du discours, on pouvait se demander quelle politique il allait mener. Je n'ai jamais cru au macronisme, mais après 4 ans, quand même, croire encore au macronisme, ce serait une prouesse incroyable. Éric Zemmour est de droite, donc. Éric Zemmour, lui, il a un discours de droite. On peut l'apprécier, on peut ne pas l'apprécier. Donc entre les deux, vous l'appréciez, Zemmour. Mais encore une fois, ce qui m'importe n'est pas la question de la droite. Ce qui m'importe, c'est la question de la France. Et je crois que pour que la France se relève, il faut un débat démocratique qui soit clair. Il a écrit un livre là-dessus. Est-ce que vous partagez, vous, la vision de la France d'Éric Zemmour ? Moi, je crois qu'Éric Zemmour a le mérite de poser une question fondamentale qui est celle, justement, de la capacité que nous aurons de préserver ce qui nous lie, ce qui nous unit, ce qui fait que nous sommes Français. Ce qui fait que nous sommes Français, quelle que soit d'ailleurs notre histoire, quelle que soit l'histoire de notre famille, on peut être pleinement Français, y compris en étant issu d'une immigration récente. Ça suppose précisément ce miracle qui ne fonctionne plus aujourd'hui de l'assimilation, celui par lequel on rejoint une communauté de destin par une culture partagée. Ça a été mon combat comme professeur. Ça a été mon combat, je dirais, comme quand j'ai tenté de travailler dans le domaine intellectuel en publiant Les Déshérités, je voulais dire justement à quel point nous avons besoin de cette culture commune pour être capable de nouveau de faire vivre notre vie démocratique, notre vie sociale, de retrouver une civilité commune. Et l'effondrement de la culture partagée que nous avions en commun ne peut que s'accompagner de la montée de cette décivilisation, de cet ensauvagement que je décrivais dès 2014, donc c'était Les Déshérités, et que le gouvernement aujourd'hui a des pudeurs de gazelle pour reconnaître. Donc oui, le diagnostic il est fondamental et il faut le faire avec courage. Un dernier mot juste sur le centre, François-Xavier Bellamy, qui a donc été exclu du choix du candidat. Est-ce que c'est un bon signal pour le rassemblement ? Est-ce qu'il faut que les centristes participent à la désignation du candidat de la droite et du centre ? Moi je vous le dis, je regrette qu'on n'ait pas eu une primaire plus ouverte. J'ai fait toute la campagne européenne aux côtés d'Hervé Morin. Et Hervé Morin a eu un courage, une constance, une solidité dans sa parole et dans son action que beaucoup de responsables n'ont pas. Je crois qu'on aurait eu tout intérêt d'amener les centristes vers Emmanuel Macron ou Édouard Philippe. Je crois qu'on aurait eu tout intérêt à encore une fois, à s'adresser de façon très, très ouverte à tous ceux qui attendent que notre famille politique représente une alternance et une espérance pour la France dans quelques mois. Mais maintenant, voilà, c'est ainsi, ça ne nous empêchera pas de travailler avec tous les Français qui souhaiteront porter avec nous cette espérance dont nous avons tellement besoin. Merci beaucoup. Merci François-Xavier Bellamy d'avoir été notre invité. Merci Pascal Jalabert.